Bonsoir à tous. Vous êtes en forme? Oui. Vous avez bien travaillé? C'était une bonne journée de travail pour vous? Ouais? Non, vraiment? Ah. Ok. Bon. Alors, puisque vous êtes en forme, on va pouvoir commencer par un peu d'exercice physique. C'est important. Mais avant ça, on va commencer par essayer de déterminer qu'est-ce que c'est. On a une version française et anglaise. Hein. A priori, c'est un sourire. Vous voyez comme quoi notre cerveau est particulièrement bien fait. Hein. Et ça, c'est un sourire. Bon, c'est évidemment parce que je dessine particulièrement bien qu'on peut le reconnaître. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Alors, ce que je voudrais vous faire comme petit exercice pour commencer, vous allez vous mettre par deux, vous formez des paires. Vous voyez. Alors, ceux qui n'ont pas trouvé de paire lèveront la main pour que se reconnaître, vous voyez, entre ceux qui n'ont pas trouvé de paire. D'accord? Et on va le faire maintenant. Et alors, vous allez former des paires, vous allez vous mettre debout. C'est bon, vous avez trouvé vos paires. On a des isolés là. Vous pouvez vous rassembler quand vous êtes isolés. Hein. Ok. Vous êtes bon? Alors on y va. Alors ce que vous allez faire, vous allez vous faire face. Vous allez maintenir le contact visuel. Vous allez voir, c'est assez rare. Et vous allez faire le plus gros sourire possible. Mais le plus gros sourire possible. Mais vraiment un énorme sourire. Un beau sourire. Vous allez transmettre le plus d'énergie possible. Allez-y, allez-y, souriez, là, souriez. C'est des grands sourires, c'est vraiment un grand sourire, un grand sourire. Regardez-le dans les yeux, mais oui. Quel beau sourire. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors on est à l'Agile Tour. Alors évidemment on va parler Agile. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du manifeste Agile. Certains l'ont peut-être même déjà lu. Et j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait à le lire. Et alors, du coup, pour qu'on le fasse tous ensemble, qu'on partage cette expérience fabuleuse, je vais vous l'afficher. Donc ça c'est le manifeste Agile. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple et d'assez épuré, et qui peut durer dans le temps. Vous voyez, nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. À vous. Nous découvrons par la pratique. Alors on va le refaire jusqu'à ce que tout le monde le fasse. Allez, on y va. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Et c'est simple. Alors de temps en temps, on dit oui, mais est-ce qu'on peut passer l'agile à l'échelle? Est-ce qu'on peut l'appliquer dans de grandes organisations? Je dis peut-être. Est-ce qu'on pourrait appliquer l'agile à autre chose que le développement logiciel? Je dis peut-être. Nous découvrons comment mieux cuisiner par la pratique et en aidant les autres à le faire. Je pense qu'on pourrait. On pourrait. On serait audacieux, évidemment, mais on pourrait. Donc ça nous permet tout de suite de couvrir deux aspects importants de l'agile que vous avez vu aujourd'hui. A priori, on pourrait éventuellement l'envisager ailleurs que dans le développement logiciel. Et on pourrait l'envisager dans des organisations, quelle que soit leur taille. C'est-à-dire qu'on pourrait être éventuellement un. Alors pour aider les autres à le faire, il faudrait trouver d'autres que un, mais éventuellement on pourrait être plusieurs. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça. Alors on vous a parlé aussi des valeurs et des principes qui sont derrière le manifeste. En effet, après cette première phrase, il y a d'autres choses. Et il y a des principes que vous pourrez découvrir, parce qu'il y a un petit site web et vous pourrez découvrir tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des principes et des valeurs qui vont être sous-jacentes à ce mouvement agile.
Alors comment ça s'adapte dans ce qu'on va appeler la culture d'une organisation? Alors la culture d'une organisation, c'est quelque chose de simple à définir. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont hoché la tête, hein, comme ça. C'est un signe quand même généralement de désaccord global de l'Assemblée. Hein. C'est pas très net hein, comme vote, mais moi je pressens que tout le monde n'est pas complètement d'accord. Alors regardez, alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, hein, ma qualité de dessinateur est quand même bluffante. Hein. Deux essais, deux réussites. Hein. En effet, c'est un iceberg. On reconnaît évidemment l'eau à la couleur bleue. Et l'iceberg va nous permettre de voir ce qu'est la culture. Alors la culture d'une organisation, vous voyez, c'est ce qui est en dessous, c'est ce qu'on ne voit pas justement. C'est pour ça qu'on a du mal à le définir. Par contre, ce qu'on voit bien, généralement, c'est les outils et les pratiques. Alors en tant que consultant, généralement, c'est ce qui est intéressant, puisque comme les gens voient bien les outils et les pratiques, on peut leur proposer des bonnes pratiques. Voire même, au-delà, les meilleures pratiques. Alors ce qui est merveilleux avec les outils, c'est que du coup, on peut vendre des outils à tout le monde, les mêmes, et éventuellement, on pourrait proposer les meilleures pratiques à tout le monde, les mêmes. Alors parfois, ça ne colle pas aussi bien, parce que quand on applique des outils et des pratiques, on voit une amélioration. Vous voyez, le pendule bouge. Et au bout d'un certain temps, ça revient à son état initial. C'est quand même bizarre. C'est pour ça que de temps en temps, vous allez voir une organisation qui a appliqué l'agile, par exemple, et qui fait un daily stand-up meeting une fois par semaine assis. Vous voyez? Donc ils ont appliqué les mots, mais pas forcément tout. Vous voyez? Donc c'est revenu à la position initiale. C'est pas très grave. Hein. C'est juste que, en dessous de ces outils et de ces pratiques, il y a ce qu'on appelle la culture. Et que la culture, elle va dévorer tout ce qui va se passer. Alors, pour certaines organisations, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a certaines organisations qui se défendent très bien des mauvaises idées, des mauvais outils et des mauvaises pratiques, et qui vont bien résister. D'accord? Pour d'autres, c'est une moins bonne nouvelle, c'est que la culture s'est détériorée au fil du temps, et que malheureusement, quel que soit ce qu'on essaie d'introduire, c'est pas là qu'il faudrait agir. C'est pas très grave. Alors donc la culture, c'est ces principes et ces valeurs qu'on a évoqués. Et peut-être quand on est dans une organisation, il faudrait s'intéresser à c'est quoi nos principes et nos valeurs, c'est quoi ce qui nous réunit vraiment. Et si on se posait ce genre de questions, peut-être que ça nous ouvrirait des pistes. Alors c'est en essayant de se poser ce genre de questions que commence mon aventure. Une aventure un peu bizarre. J'étais en train de faciliter une réunion d'une équipe de management, d'une petite organisation qui comptait à l'époque une vingtaine de personnes. Et ils avaient pressenti que l'organisation allait grandir assez vite. Et ils voulaient garder cette créativité, cette innovation qui les caractérisait. Et ils se demandaient comment le faire. Parce qu'ils avaient quand même vu leurs collègues, ils avaient vu d'autres entreprises, ils avaient quand même de l'expérience, et ils voyaient bien qu'ils avaient une certaine tension entre créativité et innovation, et non, mais bon, il faut qu'on structure la boîte, parce que vous voyez, c'est un peu le bordel. On ne peut plus rien produire, c'est une caisse. Donc ils voyaient qu'il y avait un certain équilibre à trouver entre le chaos et l'ordre. Et ils voulaient savoir comment le faire. Alors on peut structurer la boîte. Il y avait un des fondateurs de l'entreprise qui voulait structurer. Il était très partisan de la structuration. Donc il voulait embaucher des managers pour chaque fonction que ces managers recrutent. Alors heureusement, les autres n'étaient pas complètement convaincus que c'était une bonne idée, et en plus, ils ne voyaient pas comment ils allaient pouvoir recruter tous ces managers aussi vite qu'eux-mêmes allaient recruter. Donc ils ne voyaient pas comment ça pouvait marcher. Alors ce qui était intéressant, c'est quand on a travaillé sur les principes de l'organisation, qu'est-ce qui les réunissait, comment ça pouvait fonctionner. Après, quand même, une assez longue discussion, après une après-midi de discussion, on est arrivé à un principe central qui allait permettre de garder l'entreprise créative et innovante au cours de sa croissance. Et ce principe central, c'était le bonheur des employés. Alors, moi, j'avoue que, au départ de la réunion, je ne savais pas vraiment où on allait aller, mais j'avais une certitude, c'est qu'on n'irait pas là. Comme quoi, parfois, on a des certitudes qui sont mal placées. Et quand on est arrivé là, j'ai quand même essayé de dire, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est là que vous voulez aller? C'est vraiment ça que vous voulez dire. Et c'est resté. Alors, c'est resté au point où... on a continué à essayer d'avancer dans ce sens et essayer de savoir si le bonheur des employés était bien là. Et la seule solution qu'on ait trouvée pour savoir si le bonheur des employés était vraiment là, c'est leur demander. Alors on leur demandait tous les jours, on leur proposait de leur demander tous les jours comment ils se sentaient aujourd'hui. Alors la recommandation, c'était de le faire en fin de journée, pour faire un petit point de sa journée.
Et moi, j'expliquais aux nouveaux arrivants, chaque semaine, il y a des nouveaux arrivants, c'est un petit déjeuner des nouveaux arrivants, j'expliquais pourquoi le bonheur des employés était un principe central de l'organisation, et pourquoi on devait faire ça, et comment on... Alors, on ne collectait pas juste le choix entre un des petits bonhommes, on choisissait, on collectait aussi des petits feedbacks sur des choses qu'il fallait conserver, qui étaient vachement bien, c'était super, ou des choses qu'on pouvait peut-être éventuellement s'en passer, ou des choses qu'on pourrait peut-être éventuellement améliorer. Donc ça, c'était vraiment une source de collecte de feedback incroyable. Ça, c'est quand même passionnant. Puis un jour, quand j'expliquais ça, il y a quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est le bonheur ?» Alors moi, j'ai dit le bonheur, c'est le bonheur. Vous voyez, c'est pas très dur à définir quand même non plus. Hein, il est bien. Et quand même, ça m'a interrogé, je me suis dit, merde, on parle du bonheur des employés comme principe central, en mesure, en fait, je ne sais même pas ce que c'est, en fait. On me pose la question, je ne sais pas répondre. Alors, ça m'a entraîné à aller voir ces deux personnages dont je reparlerai plus tard, qui sont à l'université de Berkeley, et qui font un cours sur la science du bonheur. En effet, il y a plein de scientifiques qui se sont intéressés au bonheur ces dernières années. C'est relativement récent. C'était un champ inexploré, en fait, le bonheur. On a beaucoup étudié le bonheur, mais assez peu le bonheur. C'est assez étonnant. Donc il y a eu quand même des études depuis quelques années sur le bonheur, et c'était assez amusant de lire ça. Alors c'était quoi le bonheur? Et alors il y a d'autres personnes qui s'étaient intéressées au sujet un peu avant. Oui. Vous êtes d'accord avec la définition? Alors ça dure, hein, parce que vous voyez, en 1776, alors ça marche beaucoup mieux aux États-Unis, hein, ce coup-là. Vous montrez le truc, tous les gens savent ce que c'est. Vous savez ce que c'est? 1776, 4 juillet, tout ça, non? C'est écrit en bas, ben voilà. Et alors dans cette déclaration, on dit ça. Et ça c'est super intéressant parce que vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, les gens quand même se parlaient un peu entre eux, à travers le monde, et la déclaration de 1776, il y a quand même plein de choses dans cette déclaration qu'on va retrouver dans notre déclaration de 1789. Plein de choses, mais pas la recherche du bonheur. C'est amusant, hein? C'est pas très grave, hein? Pas tous être heureux non plus. Donc ça c'est quand même un truc qui dure. Hein. C'est pas juste un truc un peu hype, c'est pas depuis cette année, le bonheur c'est les agiteurs. Il y a déjà des gens qui s'étaient intéressés. Alors en regardant tout ça, on se dit, bah oui, mais pourquoi être heureux en fait, finalement, je suis bien où je suis. Et alors ils ont fait des études scientifiques sur les gens heureux sont comment. Alors par exemple, il y a une étude qui montre qu'ils se sentent mieux, vous voyez, ils se sentent bien. On m'aurait dit, bon, c'est peut-être pas la peine de faire une étude là-dessus. Ouais. Alors, ils sont en meilleure santé aussi. Alors ça, par contre, du coup, ça étonne un peu. Ils ont un meilleur système immunitaire. Ça, c'est quand même assez surprenant. Et ils font des études vraiment sérieuses. C'est-à-dire, c'est pas une corrélation par hasard. Hein. Donc, ces gens vivent plus longtemps. Alors, ils gagnent plus d'argent aussi. Pour ceux que l'argent intéresse. Si jamais il y a encore de l'argent qui existe dans le futur, vous voyez, ça peut être utile. Ils sont aussi plus charitables, donc c'est pas parce qu'ils sont plus égoïstes, vous voyez, c'est surprenant. Ils sont plus productifs. C'est peut-être pour ça que certaines entreprises se disent, bon, le bonheur des employés, c'est quand même une bonne idée. Ils sont aussi plus coopératifs. Ce qui est intéressant quand on essaie de résoudre des systèmes complexes, des problèmes complexes, c'est souvent qu'on a quand même besoin d'être plusieurs. Donc des gens qui coopèrent, ça peut être pas mal. C'est meilleurs leaders, meilleurs négociateurs. Ils ont plus de soutien de leur entourage. C'est une bonne nouvelle parce que parfois, dans ce monde un peu dur, on se sent seul. Et ils ont un réseau d'amis plus riche. Ça peut être pas mal pour trouver des solutions. Vous savez bien. Mais c'est pas facile à trouver, hein, parce que c'est pas où ça bouge. Ils sont plus aidés par les autres. Ils sont plus sociables. Plus énergétiques. Plus résilients. Et ils trouvent plus facilement des solutions à des problèmes complexes, plus ingénieux. Ça nous fait quelques bonnes raisons d'être heureux. C'est des vraies études. Hein. Vous avez des doutes. Vous voulez rester malheureux, vous avez tout ça en moins. Hein. C'est quand même... Vous pouvez faire des choix. Hein. À un moment donné, moi, loin de moi l'idée de vous influencer, vous voyez. Mais... Alors, qu'est-ce qui nous rend heureux? Alors ça, c'est quand même important. Parce que maintenant
qu'on sait pourquoi être heureux, il faut qu'on sache qu'est-ce qui nous rend heureux. Alors ça, c'est aussi ultra facile, parce que nous, on est quand même nés à une époque où il y avait de la publicité, donc ils nous expliquaient comment être heureux. Donc ça, c'est quand même un avantage. C'est que moi, je peux vous dire que ce qui nous rend heureux, vous voyez, c'est ça. Donc, si vous cherchez une idée de cadeau, avec ça, je suis sûr que mon niveau de bonheur, vous voyez, va monter au moins là, vous voyez, hein. Vous notez la différence, quand même. C'est pas rien, hein. Donc ça vaut quand même le coup. Ouais. Alors le seul problème, c'est que tous ces trucs-là, ça fait que ça redescend. Alors ça redescend plus ou moins vite, hein. Ça dépend du truc. Pour le truc d'avant, à mon avis, je dois tenir un bon moment, hein, quand même. Hein. Alors pour le mariage, les jeunes mariés, vous fermez vos oreilles, ou alors vous écoutez. Alors pour le mariage, les études scientifiques montrent que ça dure à peu près 2 ans, vous voyez. Ce qui expliquerait un certain nombre de choses, en fait, vous voyez, sur les attentes qu'on a du mariage. Alors peut-être éventuellement qu'il y a d'autres trucs à trouver, hein. C'est pas juste l'événement, vous voyez. Peut-être éventuellement il faudrait construire après, vous voyez. C'est valable aussi pour ceux qui ne sont pas jeunes mariés. Soit faites comme vous le sentez, c'est un peu de liberté quand même, hein, c'est pas... Bon, après il y a la recette complète, hein, vous inquiétez pas. Le truc c'est qu'on revient à notre niveau initial. Et que notre niveau initial compte pour à peu près 50% de notre bonheur. Ça c'est aussi des études scientifiques. On est pré-câblé a priori pour être à un certain niveau de bonheur. Et le truc qu'on a vu avant, là, ce qui va jouer sur les circonstances, ça compte quand même pour 10% de notre niveau de bonheur. Et la voiture d'avant. Les circonstances positives ou négatives, bah, ça compte pour 10%. Ce qui explique aussi pourquoi il y a des gens qui sont heureux, alors que les circonstances dans lesquelles ils vivent pourraient nous laisser penser qu'ils ne devraient pas l'être. Parfois, ça nous rend vraiment perplexe. Parce que nous, on sait bien qu'on serait plus heureux avec une Tesla, et eux, ils n'ont pas le. Donc, c'est compliqué, quoi. Et alors le reste, alors du coup, c'est les activités que l'on va faire. C'est ce qu'on va faire intentionnellement. Pas ce qu'on va faire automatiquement, ce qu'on va faire intentionnellement. Alors il y a même des gens qui considèrent qu'en travaillant bien la petite partie verte, là, on peut réussir à finalement recabler les 50% du truc en dessous, ce qui sous-entendrait qu'on a accès en fait à 90% de notre niveau de bonheur, et pas seulement à 40%. Moi personnellement, le jeu 40 c'est pas mal. 90 c'est tant. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous laisse que 10% pour les circonstances. Ça nous dit des choses sur il a fait super beau aujourd'hui, ce qui a contribué à mon bonheur, ou il a plu aujourd'hui, ce qui a contribué à mon bonheur. Pareil. Alors comment on devient plus heureux? Le truc, c'est qu'il faut un peu comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors on va s'attarder sur un modèle très simple. Alors ceux qui savent vraiment comment ça marche, ils vont dire non mais c'est un peu simplificateur. Non, c'est pas un peu simplificateur, c'est très simplificateur. Mais le docteur Steve Peters qui a inventé ce modèle, il le fait intentionnellement pour qu'on puisse l'expliquer. Et qu'on puisse se poser des questions à nous-mêmes. Alors il dit, ben voilà, au fond de nous, dans notre cerveau, il y a un petit chimpanzé, c'est le nôtre. En quelque sorte, on en est responsable, vous voyez, c'est comme quand vous prenez votre chien. Et notre petit chimpanzé, lui, il est câblé comme un chimpanzé. Hein. Donc si on lui fait peur, il a 3 modes de réaction. Ben, soit il se bat, soit il s'enfuit, soit il est paralysé. Puis il espère que le problème va passer de lui. Donc si on excite notre petit chimpanzé en lui faisant peur, ben, ce qu'il va ressentir, son seul moyen d'action, ça va être ça. Ça va être les 3 F que je viens de donner. Alors, du coup, il va falloir prendre soin de notre chimpanzé pour prendre soin des émotions, de ce qu'il va ressentir, pour laisser l'humain qui est aux commandes penser, parce que lui, il est là pour ça. Donc la partie qui caractérise l'humain, c'est la pensée. Et comme le dit les théories économiques, hein, l'humain rationnel qui fait des choix raisonnés, ça marche bien. Jamais personne n'a remis en cause les théories économiques à cause de ce postulat de base, mais pas très grave. Et donc, pour laisser la place à l'humain, il faut savoir ce que va faire le chimpanzé, prendre soin du chimpanzé. Il y a un tout petit défaut, c'est que le chimpanzé est 5 fois plus rapide à réagir. Donc si vous êtes dans une situation de peur, il y a de fortes chances que ce soit le chimpanzé qui prenne la main. Donc essayez
de réfléchir quand vous avez peur, vous allez avoir des réflexions de chimpanzé. Alors le chimpanzé, il gagne ou il perd. Et on parlait de blanc et de noir en nuance de gris, le chimpanzé, lui, il gagne ou il perd. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc c'est blanc ou noir, c'est pas gris, ça n'existe pas. C'est pour ça que quand vous avez peur, vous avez du mal à réfléchir, c'est normal. Et l'avantage, c'est qu'on a quand même un ordinateur qui nous soulage d'un certain nombre de choses, parce que l'ordinateur est 20 fois plus rapide. Donc quand on va réagir d'une certaine façon à une situation, l'ordinateur va l'enregistrer et va dire « Ah alors attends, quand il se passe ça, on fait ça, ok, pas de problème. » Et la fois d'après, comme il est 20 fois plus rapide, c'est lui qui va réagir. La question, c'est qui programme l'ordinateur? Est-ce que c'est l'humain ou est-ce que c'est le chimpanzé? Donc de temps en temps, vous avez un truc, il y a quelqu'un qui vous dit un truc dans une réunion, vous répondez « Ah !» Et après vous dites « Putain, pourquoi j'ai dit ça ?» Ouais, c'est normal, en fait, vous l'avez enregistré celle-là, hein, donc elle est partie toute seule. Et ouais, c'est leur petit programme. Alors du coup, ça nous dit que peut-être à la fin d'une journée, on pourrait faire un peu le point sur bon, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, comment on a réagi, et éventuellement essayer de reprogrammer un peu, si c'est possible, pour que la prochaine fois on la refasse pas. Hein, on pourrait essayer ça. Ça pourrait être une piste. Et comme je le disais tout avant, le petit chimpanzé, c'est le nôtre. Hein. C'est-à-dire quand vous prenez votre chien dans la rue, s'il mord quelqu'un, vous ne dites pas « c'est le chien hein. ». C'est quand même votre chimpanzé. Quoi. Donc ces réactions, c'est quand même les vôtres. Hein. C'est ça. On s'intéresse aux 40% pour commencer. On attaque les 90%. Alors, le premier truc, c'est d'être positif. Ça paraît quand même un petit peu tarte à la crème. Mais si on essaie de réfléchir à ça, en fait, on voit autour de nous des gens qui sont naturellement positifs face à des situations. Qui voient les choses d'une autre façon. Alors, il y a un des auteurs de bouquins que j'utilise dans cette présentation qui se disait, il faisait beaucoup de conférences à travers le monde dans des écoles, dans des universités, et il avait trouvé un truc pour se connecter immédiatement aux étudiants. Il leur demandait bon, qui aime vraiment faire ses devoirs. Et il y avait toujours des grognements dans la salle, parce que personne n'aimait faire ses devoirs. Donc ça marchait super bien. Et un jour, il est allé en Afrique du Sud faire une conférence dans un bidonville, et il a posé la même question. Et tous les élèves ont levé la main en chœur, parce qu'ils étaient super contents de faire leur devoir. Et là, il s'est dit, mince alors, j'ai raté quelque chose. Mais oui, parce que pour eux, aller à l'école et avoir la possibilité de faire leur devoir, c'était une superbe opportunité, c'était un super privilège. Donc eux, ils étaient vraiment super heureux de faire leur devoir. Donc regardez le verre, on peut le voir à moitié vide. Il y a quand même 8 millions de résultats sur Google, hein, c'est pour en parler. Ou à moitié plein, et que ces mêmes images, on a 62 millions de résultats. Donc c'est normal, hein, on peut le voir des deux façons. Donc, il y a des gens qui sont plus positifs que d'autres. Naturellement, ils vont le voir à moitié plein. Et puis parfois, quand on a tendance à le voir à moitié vide, peut-être qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une autre façon de voir ça? Alors parfois, c'est pas facile. Hein. Surtout quand c'est une situation qui nous fait un peu peur, parce que c'est le chimpanzé qui est là, donc ce truc, c'est pas forcément. Il y a à cultiver cet optimisme par rapport aux situations. Alors on peut le faire dans les rétrospectives, ça me permet de vous proposer aussi de vous intéresser au boulot de la Can Force, qui fait des petites mises en situation avec des Legos que je trouve particulièrement parlantes. Et par exemple, dans une rétrospective, on peut essayer de s'interroger sur comment est la situation et comment plus tard. Et de regarder les choses avec optimisme. Ça peut être quelque chose d'un peu différent à proposer. On peut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait faire nous. Comment se voir nous-mêmes en étant un peu optimiste. Il y a des gens qui proposent un truc, c'est d'écrire. De faire un travail d'écriture, une dizaine de minutes par jour, et de s'engager à y consacrer peut-être une dizaine de jours. Et travailler à écrire notre meilleur moi possible. Comment ce serait nous en étant le meilleur possible. Ne vous intéressez pas trop aux circonstances. Posez vraiment posez-vous vraiment la question, mais ça serait quoi moi, mon meilleur moi possible? Et engagez-vous à écrire ça. Pas trop longtemps, vous voyez, 10 minutes, c'est pas trop long, peut-être trouver 10 minutes. Puis sur plusieurs jours, revenez pour raffiner un peu cette description de vous-même. Ça, c'est un truc qu'on fait énormément.
ou pas. Ça se fait dans la vie courante, un peu, moins, plus. Ça se fait tous les jours. Et le truc qui est amusant, c'est que les gens qui disent merci, ça permet de vous parler, de vous intéresser au travail d'Akan Force. Les gens qui disent merci sont plus heureux que les autres. Les gens qui font preuve de gratitude sont plus heureux que les autres. Encore une étude scientifique, c'est quand même étonnant. Ça nous en apprend quand même beaucoup. C'est-à-dire, on pourrait penser que c'est à ceux qu'on dit merci que ça va bénéficier le plus. Bah, c'est pas vrai. C'est un bénéfice aussi pour eux, mais ceux qui en bénéficient le plus, c'est ceux qui disent merci. Alors je parle de la gratitude au sens large, c'est pas juste dire merci quand on vous tient la porte, hein, même si c'est déjà bien. Hein. Il y a aussi des façons de dire merci en entreprise qui peuvent être amusantes à mettre en place, comme des kudos-box, kudos. Vous savez comment ça marche? Bon, alors j'ai eu plus de comme ça. On va le faire. Bon, c'est facile, en fait, on utilise des petites cartes, et puis on écrit pourquoi on veut dire merci à une personne en particulier, sur quelque chose en particulier, ça peut être quelque chose qu'il a fait, n'importe quoi. On l'écrit, on met dans la petite boîte, et par exemple, au moment de la rétrospective, on ouvre la boîte et on lit toutes les cartes. Et comme ça, tout le monde découvre des trucs, parfois insoupçonnés, sur ce qu'ils ont fait, ce qui a plu, ce qui a marché, et c'est un moment de partage de quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Il y a plein de types de cartes qui existent pour faire ça. Ça, c'est des wow cards. Les wow cards d'un autre truc. Évidemment, je peux lier les slides, donc tous les liens qui sont en dessous qui amènent vers des ressources, vous pourrez les avoir. Une façon de dire. Alors, on peut écrire aussi sur pourquoi on remercie des personnes en particulier, ou généralement. On peut aussi remercier des personnes en particulier dans le passé, loin dans le passé. Vous pouvez écrire un vieux prof qui vous trouvez a été un mentor, il est probablement à la retraite maintenant, pour moi sûrement, pour les plus jeunes d'entre vous peut-être pas. Ça peut être une occasion. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer la lettre, hein, on a vu que ça bénéficiait surtout à ceux qui disaient merci. Si vous l'envoyez, c'est bien aussi. Alors la gentillesse, c'est aussi un truc assez incroyable. La gentillesse, ça rend heureux. D'être gentil, ça rend heureux. C'est bien, hein. C'est quand même sympa les gens qui sont gentils, non? Comme un flottement, quoi. Alors on peut être gentil et de la même façon que les précédentes, ceux qui sont gentils sont plus heureux que les autres. Remercier, être gentil, amener les croissants à vos collègues de boulot. Donc c'est un peu. Ouais. Donc ça, c'est des choses faciles à faire. Il y a même des gens qui se sont dit, non, mais la gentillesse c'est tellement important qu'on va faire une journée mondiale de la gentillesse. C'est fou. Vous savez qu'il y a une journée mondiale de la gentillesse? Je sais qu'il y a des journées mondiales de plein de trucs, hein, mais... Alors c'est bientôt, c'est le 13 novembre. Et il y a une journée mondiale de la gentillesse. Alors ils proposent de faire des tas de trucs rigolos. C'est quand même une occasion de faire des trucs en équipe qui sont plutôt marrants. De se lancer dans un challenge comme ça peut être amusant. C'est une bonne activité pour une équipe. Pour une organisation dans son ensemble. Ou pour vous, si vous avez envie de participer tout seul. Hein. Celle-là, elle est peut-être un peu plus difficile. Alors, le truc, c'est que le pardon... Bon. C'est vrai que... Bon, j'aime bien qu'on me demande pardon, quand même. Mais encore, parfois, j'ai quand même des doutes. De là à le faire moi... Je sais pas pour vous, hein, mais... C'est pas si simple. Et puis, il en reste quand même quelque chose. Hein. Ben oui, c'est une fois de plus un truc incroyable. Ceux qui pardonnent aux autres sont plus heureux. Et ça bénéficie plus à ceux qui pardonnent qu'aux autres. L'excellente chose aussi dans ce cas-là, c'est que vous pouvez pardonner aux gens qui sont là. C'est pas par
toi en particulier, là. Ou pardonner à ceux qui ne sont pas là. Parce que vous ne pouvez vraiment pas les voir ou parce que vous n'aurez plus jamais l'occasion de les voir. Ça, c'est quand même important. C'est quelque chose à faire. Alors, comme le temps passe, on va parler de quelque chose qui a un rapport au temps. Il y a quelqu'un dont je ne dirai pas le nom parce que je n'arrive pas à répéter, mais à un moment donné, ce sera écrit, donc ce sera plus facile, qui a défini ce qu'était le flow. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une situation où le temps, vous n'avez plus la notion du temps. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes tellement dans votre truc que tout d'un coup, à un moment donné, vous allez sortir du truc, vous allez regarder l'heure, il s'est passé 4 heures. Et pour vous, ça a duré 10 minutes. Je finis juste ça, j'arrive. Et vous êtes vraiment tellement passionné que ça s'évapore. Il y a des gens qui expérimentent ça même en équipe. Ils font un travail d'équipe et ils travaillent en groupe. Et tout d'un coup, pouf, la journée est passée, il fait nuit. Ils disent, ah, c'était énorme. Et généralement, dans cette situation-là, ils accomplissent des choses extraordinaires. Donc ils ont envie de recommencer. Alors ça, c'est important, c'est que dans notre rapport au temps, on a parfois, généralement, cette situation-là arrive quand on est en train de solliciter des compétences que l'on a vraiment, et que le challenge est vraiment élevé. Alors pour la vaisselle, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Hein. D'accord ? Même si vous êtes très bon pour faire la vaisselle, le challenge n'est pas très élevé. C'est bon. Le truc, c'est que parfois, au moment où on est ici, en fait, on n'est pas vraiment ici. On est en train de penser au passé ou de s'inquiéter pour le futur. Et en fait, il nous faut une combinaison des trois. Évidemment, il faut vivre le moment présent. Donc, il faut se donner l'opportunité de vivre le moment présent de temps en temps. Il y en a même certains qui disent tout le temps. Puisqu'on est là, profitons-en. Sans s'inquiéter ou ressasser ce qui s'est passé, mais plutôt regarder ce qu'il y avait de positif dans le passé. Et sans s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner pour le futur, mais plutôt en ayant une vision optimiste du futur. Et ça, ce serait la combinaison idéale. Peut-être qu'il faut se regarder avec bienveillance, et quand on est en train de ressasser le passé ou de s'inquiéter pour le futur, il faut peut-être se dire, tiens, c'est un signal intéressant. Mais je sais que ce n'est pas la façon optimale. Peut-être que je pourrais éventuellement faire quelque chose à ce sujet. Alors il y a des gens, du coup, qui s'intéressent vraiment à se dire qu'il faut vraiment vivre le moment présent, donc limiter les interruptions et travailler vraiment en tranche où je vais décider ce que je vais faire. Alors, par exemple, il y a des équipes que j'ai vues travailler tous en se synchronisant sur des rythmes Pomodoro. Le Pomodoro, vous voyez ce que c'est ? C'est une façon de travailler où vous travaillez pendant 25 minutes sur quelque chose, et après vous faites 5 minutes de pause. Et en gros, les cycles s'enchaînent toute la journée. Mais au début des 25 minutes, vous avez décidé de ce sur quoi vous alliez travailler, vous allez travailler que là-dessus. C'est un truc. Donc vous enlevez les notifications, vous avez reçu un SMS, un email, un coup de téléphone, un message sur Facebook, tout ça, vous l'enlevez, hein, parce que évidemment ça ne fait pas partie de ce que vous vouliez faire. Au moins vous vouliez faire un Pomodoro de Facebook. Et du coup, si toute l'équipe se synchronise comme ça, on ne s'interrompt plus pour faire des travaux individuels. Et ça peut être assez étonnant. C'est des environnements un peu bizarres. Mais du coup, ça accomplit l'idée de focus qu'on voulait accomplir dans focaliser l'ensemble de l'équipe sur une chose pendant une itération. Bon, on peut l'accomplir sur un temps plus court. Et ça a énormément de valeur. Comme on va avoir accompli quelque chose, on va pouvoir le célébrer. Et ça fait partie d'un truc qui est vraiment extrêmement important. Est-ce que vous célébrez souvent vos succès, les succès de l'équipe? Ouais? Vous voulez dire comme à l'américaine où tout le monde s'applaudit Pourquoi pas? Si c'est ce qui vous fait plaisir, il faut le faire. Et il faut célébrer ses succès. La question après, quand on célèbre les succès, c'est
Il y a plein de façons de célébrer le succès. Alors, dans des grandes organisations, par exemple, il y a des gens qui font des expos de leur travail. Oui, vous êtes déjà allé dans une expo. Les gens ils vous montrent leur réalisation. Mais les entreprises ont fait une expo de nos réalisations. Et périodiquement, ça peut être tous les mois ou tous les trimestres, toutes les équipes vont exposer leur travail. Pour célébrer ça, c'est une grande fête, quoi. On va montrer tous les trucs. Alors, il faut trouver des méthodes créatives pour que les gens qui se baladent dans l'expo ils aient envie de regarder votre expo et puis d'en discuter avec eux. Ça peut être une façon de le faire. Ça peut être de s'applaudir. Mais il y a plein de façons de célébrer. Et il faut les inventer avec les personnes qui sont là pour qu'elles choisissent leur meilleure célébration. Alors, il y a une chose sur les buts aussi qui sont importantes. Donc le but, évidemment, vous le savez tous, on l'a vu déjà ce matin avec Lionel, c'est de gagner plus d'argent. Comme ça, c'est enregistré. On le garde pour plus tard. Alors les buts qui sont externes à notre motivation, ils ne vont pas fonctionner. Donc toutes les incentives avec les primes, les trucs comme ça ne marche pas vraiment. Au-delà d'un certain seuil, plus d'argent va servir à grand-chose. On dit l'argent, on ne peut pas acheter le bonheur. Alors en fait en français on dit pas comme ça, mais en anglais on dit comme ça m'arrange. On ne peut pas acheter le bonheur. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. On peut se poser la question où est-ce qu'on met notre argent. Parce que peut-être qu'en fait on ne le met pas au bon endroit. Des gens qui disent que si vous mettez votre argent pour les autres, alors vous êtes plus heureux. Si vous achetez des trucs pour vous, vous êtes moins heureux. Vous n'avez jamais assez d'argent. Alors que si vous dépensez un petit peu d'argent pour d'autres, vous allez être plus heureux. C'est étonnant, hein. Alors les buts qui sont liés à l'argent ne vont pas vraiment fonctionner, les buts qui sont liés à la croissance de l'entreprise ne vont pas vraiment fonctionner. Par contre, les buts qui vont être sur quelque chose qui va vraiment vous motiver intrinsèquement vont être utiles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jouent, par exemple, parce que ça satisfait un de leurs besoins. Sinon, les personnes joueraient. Comme on ne vous paye pas pour jouer au sudoku, personne ne jouerait. Donc il va falloir chercher des buts qui sont intrinsèques, qui vont correspondre à votre motivation. Et on revient aux valeurs et aux principes qui réunissent un groupe, qui réunissent une entreprise. C'est important de les connaître parce que ça va aider aussi à travailler ensemble pour fixer ses buts. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Vers où on veut aller? Et définir ça. Et dans la définition des objectifs, que ce soit les objectifs les vôtres, individuels, ou les objectifs de l'équipe, ou les objectifs d'une entreprise, il va falloir essayer de trouver des buts qui nous rapprochent de quelque chose, et pas des choses qui veulent nous éloigner de quelque chose. Préserver quelque chose, c'est plus compliqué qu'aller s'approcher de quelque chose. Si vous êtes très malheureux dans votre travail, et que du coup vous essayez de chercher un nouveau travail pour fuir ce travail actuel, il est probable que ce ne soit pas la bonne solution. Il va plutôt falloir savoir quel est le travail idéal que vous voudriez faire, si vous voulez vraiment avoir un travail. Et peut-être que ce sera le moment d'être heureux dans le travail où vous êtes maintenant, mais ça c'est un autre sujet. Et dans cette quête, vous verrez peut-être que c'est ça la solution. Alors les buts qui sont fixés par en haut dans une hiérarchie, ça ne marche pas évidemment non plus. Et ça, ceux qui travaillent dans une entreprise hiérarchique l'ont peut-être déjà remarqué. Donc il faut trouver un moyen de fixer des buts qui font intervenir l'ensemble de l'organisation. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des OKR, parce qu'ils sont, en effet, c'est des objectifs et des résultats clés qui sont travaillés et fixés par l'ensemble de l'organisation et pas imposés par un endroit de l'organisation. Je sous-entends qu'il y a encore des organisations hiérarchiques, c'est peut-être pas le cas. Alors un truc qui rend vraiment heureux, c'est de nourrir notre réseau de relations. Il faut trouver la troupe, la tribu dans laquelle on est bien. La tribu, la troupe dans laquelle on va avoir du soutien. Et nourrir ces relations, ça va être important pour être heureux. Ça peut être l'entreprise dans laquelle on est, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être les personnes qui sont ici à la Gilles-Tour. Il va falloir nourrir ces relations. Et parfois, pour certains, c'est quelque chose de complètement naturel. Ils ont appris à le faire depuis tout petit, ils ont toujours vu les gens fonctionner comme ça. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est plus compliqué, qu'il va falloir apprendre à faire. Mais sachez que les bénéfices ne vont pas être seulement networker pour en tirer des bénéfices. Non, c'est pas ça. C'est nourrir les relations, ça va un peu plus loin que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas nécessairement rémunérées. Vous savez ce que c'est, ça?
Ouais, c'est un GNU. Si vous voulez en savoir plus, gnu.org, gnu.org. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé d'open source. Alors évidemment, les gens qui ont un GNU, ils trouveraient que c'est pas vraiment bien l'open source par rapport au logiciel libre. Eh bien non. C'est pour ça que je le fais, comme ça, je le fais là. Si vous voulez lire, il y a un super article de Richard Stallman qui explique la différence entre l'open source et le logiciel libre. Je vous laisserai trouver ça. C'est merveilleux. Ce qui va contribuer à un but plus élevé que soi, ce qui va nous faire construire quelque chose qui est plus grand que nous, va contribuer à nous rendre heureux. Et ça va aussi nous permettre de le faire avec d'autres, avec une communauté de personnes, et de nourrir des relations qui vont aussi nous aider dans cette quête. Je vais regarder les notes là, parce que... Ah oui. Donc se connecter avec d'autres gens, ça va nous permettre de faire des choses avec d'autres gens. Et notre environnement a une importance. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un environnement qui est, par exemple, très négatif, vont progressivement être incapables de faire quoi que ce soit. Très négatif, très pessimiste. En fait, à peu près tout le contraire de ce que j'ai dit avant, vont être quasiment incapables de faire quoi que ce soit. Ce qui nous dit des choses sur notre environnement, c'est-à-dire s'entourer des personnes qui vont être dans une dynamique différente, ça va nous aider. Et ça veut dire aussi que si nous-mêmes on commence comme ça peut être quelque chose qui va faire changer notre environnement. Quelle est notre responsabilité dans notre environnement ? Un jour, je suis arrivé à Montréal, c'était une de mes premières fois où j'arrivais à Montréal. Alors, Montréal, c'est un peu l'Amérique du Nord en français, vous voyez. Donc, il y a des gens qui applaudissent pour célébrer. Et il y avait un grand gars que je n'avais jamais rencontré, alors vraiment, bien grand. Et quand je suis arrivé dans la pièce, il s'est approché de moi et j'ai vu qu'il voulait vraiment me prendre dans ses bras. Et alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il paraît que les Français n'aiment pas trop. Et moi, je me suis dit, non, pas moi, bon, ben, c'était trop tard. Puis bon, il était vraiment très long. Donc il m'a pris dans ses bras. Et c'était vraiment bizarre parce que il y avait une telle sincérité, il était vraiment content de me voir. Et on s'était parlé plein de fois en vidéoconférence, on avait fait plein de choses à distance. Et il s'est passé quelque chose de bizarre entre la gêne que j'avais d'être pris dans les bras par un grand gaillard comme ça, et cette bienveillance, cette sincérité qui se dégageait de... C'est vraiment bizarre. Et il se passait autre chose que ma façade professionnelle de travail. C'était vraiment étonnant. Je ne vais pas aller plus loin dans les annonces. Ça nous amène à dire, peut-être qu'en fait, dans cette tête où on a déjà un ordinateur, un chimpanzé et un humain, autour, l'enveloppe qui va autour, et peut-être quelque chose à voir avec notre planète. Il y a une des choses qui émerge depuis quelques années, c'est la méditation. C'est prendre du temps pour ne rien faire. Vraiment rien. Hein. Alors, comme cours de méditation, c'est un peu léger. Hein. Là, c'est vraiment le niveau 0. Hein. Il va falloir gratter un peu plus pour aller... Mais a priori, ça semblerait quelque chose d'important depuis longtemps. Les gens qui s'appellent saints quelque chose, généralement, ils sont pas récents. Ceux qui sont récents, ils connaissent. Donc ça, c'est une recommandation qui pourrait aider certains, voire tous, nous aider à faire les choses différentes, à envisager notre monde différemment. Alors, comme on parlait du corps, évidemment, le sport, ça compte aussi. Hein. Alors ça, c'est l'équipe de Montréal, de la petite entreprise dont je vous parlais avant. Alors comme l'hiver à Montréal est particulièrement clément, ils sont partis faire une petite course dans la neige. Et a priori, ils étaient contents. C'était à la fin, hein, donc ils sont... Vous voyez, c'est encore ce qu'il reste, c'est ça. C'est pas mal. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont partagé au-delà de cette course, ils ont partagé la préparation pendant les mois qu'on suivi avec les coachs, ils ont aidé, les nutritionnistes et tout ça. Et plusieurs années après, ils en parlent encore comme un truc vraiment extraordinaire.
Et en fait, ça fait partie des choses qui ont soudé l'équipe et qui leur ont permis de travailler différemment entre eux. Peut-être que le sport, c'est aussi une opportunité de faire ça, de collaborer, de faire des choses ensemble. Et alors, comme le thème de l'Agile Tour, c'est le bonheur au travail, et que j'étais très embêté par cette idée de bonheur au travail, je suis très séduit par cette idée de bonheur au travail, et en même temps, il y a des tas de choses qui m'inquiètent sur le bonheur au travail. Le bonheur... ça m'a fait penser à cette recherche entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Alors en anglais, ils disent work-life balance. Ce qui sous-entend qu'en fait, on est mort au travail. C'est l'équilibre entre la vie et le travail. Du coup, on est mort au travail. C'est quand même un sous-entendu fort. Et je crois qu'en fait, on devrait peut-être commencer à essayer autre chose. On revient au sourire qu'on avait au début. Et peut-être qu'en fait, on pourrait commencer à être humain et à être nous-mêmes. Et à commencer par sourire. Pour voir quel impact on a sur le monde. Et peut-être que commencer par sourire intentionnellement, c'est peut-être ça qui va changer notre rapport à la vie, c'est peut-être ça qui va changer notre rapport aux autres, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au travail, ou n'importe où, dans toutes les activités qu'on a, et que c'est peut-être un peu une histoire de poulet d'œuf. Et que ça peut être un bon début. Et je vous remercie. Alors s'il n'y en a pas, j'ai prévu de vous partager un certain nombre de références que vous trouverez à la fin. C'est pas la peine de les noter, mais je vous les passe rapidement. Il y a un petit documentaire qui s'appelle Le bonheur au travail, qui a déjà été évoqué dans cette journée, qui donne une vision de ce que peut être le bonheur au travail. Je vous propose d'aller un peu plus loin, mais... Il y a un petit film qui est rigolo qui s'appelle Hector à la recherche du bonheur. Je voulais vous en passer un petit extrait dans le podcast, il y a un petit problème de son. Vous le trouverez. Il y a quelques petits films sur le bonheur. Si vous avez envie de commencer à méditer, vous pouvez regarder ça. Il y a des petites leçons de méditation, il y a des petits exemples de méditation à la fin du bouquet qui sont plutôt marrants, qui sont enregistrés. Voilà. Peut-être. Ça peut être une piste. Vous trouvez autre chose. Ça, c'est toutes les études scientifiques que j'ai évoquées, c'est de ce bouquin-là. Il y en a aussi de celui-là. Les illustrations qui sont libres d'utilisation viennent de ce livre. Ça vous laisse le temps de chercher des questions. Dès que vous en avez, vous levez la main, j'arrête. Moi j'en ai. En fait, je m'interroge sur la relation de cause à effet entre le bonheur et tout ce que tu as évoqué. Donc, par exemple, les gens heureux sont en meilleure santé. Est-ce que c'est pas les gens en bonne santé qui sont plus heureux, etc., etc. En fait, c'est ce que j'évoquais à la fin, c'est cet effet de poulet d'œuf. Bah oui, les gens plus heureux ont peut-être plus de succès, sont peut-être plus aimés des autres, mais on ne sait pas qu'est-ce qui les a rendus heureux en fait. Et ce qu'on voit, c'est que les circonstances pèsent très peu dans leur bonheur, et que c'est souvent ce qu'ils font eux-mêmes qui change les choses. Et en fait, c'est juste une belle perche qui nous est tendue pour changer notre façon de voir les choses et de nous comporter. C'est un cercle vertueux, c'est ça. Alors maintenant qu'il y a une première question, normalement il peut y en avoir d'autres. Toute simple, à un moment on a parlé d'OKR, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah. Mais je voyais leur tourner, je me disais qu'il ne fallait pas que je me lance là-dedans. OKR, ça veut dire Objectives and Key Results, donc objectifs et résultats clés. C'est une façon de définir des objectifs qui n'est pas une façon hiérarchique de définir des objectifs. C'est pas un patron qui fixe des objectifs et des employés qui vont les réaliser. Et c'est pas des indicateurs où on dit il va falloir faire 100% sinon c'est échec. Donc c'est une façon de fixer des objectifs ambitieux, de se donner une direction où aller et de définir ensemble qu'est-ce qu'on va faire qui va contribuer à réaliser ça. Et d'avoir une mesure qui n'est pas une mesure blanche ou noire, qui est une mesure où on peut célébrer des succès partiels parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction.
Et donc c'est une façon d'approcher les choses qui me paraît plus intéressante. Juste une petite piste à creuser pour ceux qui seraient dans une situation, on leur dit, où ils ont des objectifs qui tombent de quelque part et des indicateurs qui ne sont pas forcément très rationnels, qui doivent travailler pour la croissance, des choses comme ça. Bon, je passe les autres, et puis je vous recommande ce cours si vous avez le temps. Maintenant, il est enfin, vous pouvez le suivre à votre rythme, il n'est plus sur un rythme imposé. Et puis, vous aurez les liens dans le slide. Et si vous aimez bien l'histoire du chat du singe, c'est des bouquins. Et c'est un modèle pratique à expliquer aux équipes quand vous voyez que dans le groupe avec lequel vous travaillez, c'est en fait deux chimpanzés qui sont en train de se parler, et que ça ne va pas aller bien loin. Autant faut faire une pause. Si un chimpanzé au tableau, on explique le truc. Généralement, les gens, on n'a pas besoin de leur dire qu'ils parlent, hein, ils arrivent à le trouver tout seuls. Ils reprennent une conversation différente. Et puis vous pouvez toujours chercher un mot-clé sur ce site-là et voir quelques vidéos qui peuvent être marrantes pour en apprendre un peu plus. Une autre question? Ouais. Moi j'ai une question très simple, c'est qu'est-ce que ton sourire change dans ton quotidien? On va essayer. Moi c'est une journée où tu souris pas autant. Qu'est-ce que tu perçois de différent dans une journée où tu es très souriant? Ah bah ça c'est facile. Vous avez ressenti quoi quand vous avez souri tout à l'heure? Un peu de gêne? Est-ce qu'on avait d'autres choses? Ouais? C'est gênant de regarder les gens dans les yeux et de leur sourire? Alors en fait, la différence que je ressens physiquement quand je souris pas et quand je passe une journée à pas sourire et je m'en rends pas compte assez tôt, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment mal là. Mais vraiment mal. Et généralement, si j'ai passé un peu trop de temps assis, je vais avoir du mal à me relever parce que le bas du dos commence à être vraiment douloureux. Donc bizarrement, il s'est passé un truc, c'est que j'ai pas détecté assez tôt que ça allait pas bien. J'étais pas sur la bonne voie et il va se passer quelque chose. Alors, c'est pas en souriant béatement à mes interlocuteurs que ça va changer quelque chose, mais peut-être prendre conscience que je ne suis pas en train de sourire, pour X raison, peut peut-être m'aider à me dire, tiens, mais je suis peut-être pas, c'est peut-être pas le chemin que je voulais emprunter sur lequel je suis. C'est peut-être pas le chemin que je dois emprunter. C'est peut-être pas le chemin que je peux emprunter. C'est ça, en étant moins exigeant. Ouais? Là, je me sens vraiment comme étant l'obstacle entre vous et les bières. On arrête là ou encore une? Un, deux. Ah, j'ai cru, il a bougé pour se gratter là, j'ai cru. Et bien trois, merci beaucoup.